En fait, la vérité, c'est comment est-ce qu'on trouve un client devient tellement bon en closing que trouver un client, c'est plus une problématique. Si vous êtes sérieux, que vous commencez le closing et que vous vous faites accompagner correctement, il y a grand maximum 5-6 mois entre le moment où vous allez commencer de zéro et le moment où vous allez commencer à closer. C'est juste une question de temps et de pas lâcher. J'ai rencontré ma chérie sur un appel de closing. 90% des gens ne savent pas prendre leurs responsabilités, se trouvent des excuses, ne veulent pas sortir de leur sécurité. Le plus gros risque que tu puisses prendre, c'est de pas prendre de risques. Yo, la team, c'est Kev, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je suis chez moi, posé sur le balcon à la maison avec la belle vue sur Dubaï. Je lance une FAQ YouTube, vous l'attendez avec impatience, j'ai reçu beaucoup de messages en mode Yo Kev, on a plein de questions, est-ce que tu peux faire une question-réponse FAQ sur YouTube? Donc je vous ai demandé quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde, avec les différentes questions auxquelles justement vous vouliez que j'apporte une réponse. Hier sur Insta, j'ai reçu beaucoup de demandes, beaucoup de questions. C'est à chaque fois les mêmes qui reviennent en boucle. Donc là, ce moment, il est simple, c'est authentique, c'est face cam, il n'y aura sûrement pas de cut. Sauf si vraiment je bégaye et que c'est fatigué. Je suis malade d'ailleurs, donc ça se voit, je pense que c'est la fin de journée et je suis KO. J'ai chopé une grippe, je sais pas ce que j'ai des courbatures de partout. Bref, c'est pas le sujet. Donc on est parti. L'idée c'est vraiment de prendre le temps pour justement je puisse vous apporter un max de visibilité, un max de valeur. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le business, sur le closing, sur les chiffres, sur le perso, sur les voyages, sur Dubaï, sur l'expatriation. J'ai hâte, on est parti, let's go. Première question, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est mieux d'attendre d'être stable pour commencer? Alors je dirais que souvent, la raison pour laquelle tu dois commencer, c'est justement parce que tu manques de stabilité. Et que en voulant développer un business, que ce soit le closing ou autre chose, tu veux aller chercher cette stabilité financière, géographique, peu importe. Donc je dirais que c'est 50-50. Si aujourd'hui tu as conscience d'avance qu'en te lançant dans un business, par rapport aux cartes que tu vas jouer, que ce soit financière, temporelle, peu importe, ça va plus te déstabiliser qu'autre chose, ne le lance pas. Ou en tout cas, attends peut-être un peu plus tard. Le but, c'est que ce soit un tremplin, pas un frein et que ça te mette pas plus dans la merde que ce que tu es déjà. Mais souvent, c'est la raison exacte pour laquelle tu devrais te lancer. Tu manques de stabilité, tu lances un business. Voilà, aussi simple que ça. Deuxième question, est-ce que je suis obligé de vendre un truc auquel je ne crois pas? Frérot, d'après moi, tu devrais absolument pas closer si tu vends un truc pour lequel t'es pas convaincu. Alors, faut comprendre un truc, les gars, c'est que dans le closing, il y a beaucoup ce truc, si vous voulez, de non-verbal, d'humain et de leadership. Si t'es pas convaincu, tu seras pas convaincant. Et le meilleur moyen de closer, c'est d'être convaincu que la solution, c'est la bonne pour la personne avec laquelle tu es en train d'échanger, pour justement être convaincant dans le fait que cette solution, c'est la bonne pour lui. Donc, c'est un transfert de conviction. Si t'es pas convaincu, tu seras pas convaincant. Donc, moi, à mes closers, je leur interdis même de vendre un truc bullshit. Parce que déjà, d'un point de vue égo et d'un point de vue valeur, trahir ses valeurs comme certains commerciaux peuvent le faire, pour moi, il n'y a rien de plus horrible. Parce qu'à la fin de la journée, toi-même, tu sais, quand tu te regardes dans la glace, tu sais que tu es malhonnête, tu sais que tu as fait du forcing et tu sais que tu as vendu la fibre à une petite mamie qui a même pas internet, quoi. Donc, est-ce que je suis obligé de vendre un truc auquel je ne crois pas? Non, pour moi, tu ne dois absolument pas même vendre quelque chose auquel tu ne crois pas. Une des raisons, je vais vous partager un truc, une des raisons pour lesquelles j'ai autant cartonné sur le closing depuis le début, c'est que bon, certes, je me suis formé, j'ai bouffé d'école et j'ai maîtrisé tous les frameworks, les objections. Et vraiment, j'ai master la compétence à fond. Mais une des raisons pour lesquelles ça a très bien marché, c'est que si on prend la team Bodytime avec laquelle j'ai bossé, je suis convaincu que Bodytime, ils font du bon taf. J'adore ce qu'ils font, c'est du fitness, je kiffe la muscu. J'ai commencé la muscu et le sport avec leurs vidéos, donc je suis hyper convaincu. Donc naturellement, je suis convaincant. Jim Fix, c'est pareil. Marcus Lauren, c'est pareil. Il faisait du e-commerce à l'époque, moi je faisais du e-com, j'adorais ça. Donc hyper important. Je pense que c'est plutôt clair. Voilà, ensuite question numéro 2. Est-ce que closing égale script robot? Alors moi je dirais plutôt closing foiré égale script robot, effectivement. Pour une raison qui est toute simple. Posez-vous cette question. Vous échangez avec un prospect. Vous êtes en train de lire votre trame bêtement avec des questions toutes faites. Est-ce que réellement vous pensez que la personne va kiffer l'échange avec vous? Parce que ok, il y a la distance, c'est sur un Google Meet, mais ça reste un humain, il est pas con, et naturellement il va sentir que vous êtes en train de lire un écran, qu'il y a tout qui est malhonnête, il n'y a rien qui est authentique. Donc pour moi, le meilleur moyen de foirer ses closings, c'est d'avoir un script. Je dis pas que avoir un script, c'est pas bien. Je dis juste que avoir une structure, c'est pertinent. Avoir un script que tu répètes mot pour mot, c'est à mettre à la poubelle. Pour une raison qui est très simple, c'est que si aujourd'hui tu closes encore avec un script, c'est qu'au fond, t'as pas réellement cette capacité à être bon closer, parce que le jour où on t'enlève ton script, ça fonctionne pas. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui forment comme ça. Moi, c'est un truc qui ne matche pas. Nous, chez Salesflow, avec les coachs, avec moi-même, quand je fais des coachings, on forme systématiquement sans script. C'est la méthode scriptless. Pour une raison qui est très simple, c'est que ça pousse les gens à réellement connecter humainement parlant avec la personne qu'ils ont en face, à poser les bonnes questions. Et pour moi, en fait, il y aurait autant de scripts qu'il y a de prospects. Autant que il y a autant de présentations d'offres qu'il y a de prospects, parce que chaque appel, chaque personne a des problématiques différentes, et donc chaque appel doit être individualisé. Et un script, malheureusement, il est figé dans le marbre, il évolue pas avec le temps. Donc pour moi, c'est nul.
à la poubelle. Ok, il y en a qui me dit je préfère un petit fixe sûr, mais au fond de moi, j'ai quand même envie car bloqué là. Ok, bon, je pense qu'il voulait dire que je suis bloqué. Ok, là on est vraiment dans le dilemme sécurité versus risque du salariat. Et souvent, moi, ce que j'aime bien dire, c'est le plus gros risque que tu puisses prendre, c'est de ne pas prendre de risques. Parce que là, aujourd'hui, de ce que tu dis, en gros, tu as, un salaire fixe, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, c'est une certaine sécurité. Sauf que la vraie sécurité que tu as avec ce fixe, c'est que tu es sûr à 2000% que toute ta vie, tu vas gagner 1500, 1800, 2, 3000 euros. Alors que, bah, si tu te lances dans le closing, dans l'entrepreneuriat, tu as ce plafond de verre qui explose. Parce que c'est directement relié à ton niveau de compétence. Là où dans le salariat, que tu sois bon ou pas bon, tu es payé 35 heures. Que tu fasses semblant de bosser, que tu sois sérieux, impliqué ou pas, tu seras payé le même montant. Alors qu'en closing, mais même dans d'autres business d'ailleurs, en business en général, ça te pousse réellement à prendre tes responsabilités. Et tu as ce truc où bah, tu es bon, tu bosses, tu fais du cash. T'es pas bon, tu bosses pas assez, tu fais pas de cash. Donc je pense qu'il faut casser cette barrière et se dire que dans tous les cas, si tu veux gagner plus, à un moment donné, il va falloir accepter cet inconfort de te dire demain, je ne sais pas combien je vais faire, mais par contre, ça me donne la possibilité de faire beaucoup plus. Voilà mon avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme question? Est-ce que l'argent change vraiment la personne ou révèle qui elle est déjà? Euh, c'est une réflexion que je me suis fait avec un ami l'autre jour. En vrai, moi, je pense que l'argent, il révèle la personne qui vous êtes déjà. Parce qu'en vrai, dans 90% des situations au quotidien, quand on n'a pas d'argent, je parle précisément quand on n'a pas d'argent, on est obligé de faire semblant d'avoir un masque, de jouer un rôle, de se comporter en société de la bonne manière parce qu'il y a des codes, parce qu'il y a des mœurs, etc., etc. Et bizarrement, le jour où il n'y a plus ça, parce qu'il y a l'argent, en fait, t'envoies tout péter et tu vois réellement le fond de la personne. Exemple, vous avez tous vu ces mecs qui font de la thune, qui sont à Dubaï potentiellement, et qui pètent plus haut que leur cul parce qu'ils ont de la thune et qu'en fait, ils ont plus ce statut social à maintenir, ils ont de l'argent. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent, ils en ont plus rien à foutre de ce que pensent les gens. Et donc du coup, ça devient des gros connards. Donc je pense que ouais, ça révèle la vraie face d'une personne. Moi, je me rends compte, par exemple, depuis que je gagne bien ma vie, il y a un trait de ma personnalité qui ressort beaucoup plus qu'avant, c'est que j'ai toujours aimé donner, donc être dans le partage, faire des cadeaux, passer des moments, bref, peu importe. Et j'étais vachement bridé dans ma capacité à faire des cadeaux parce que bah, financièrement, c'était compliqué. Et depuis que je gagne plus d'argent, ça a révélé cette facette de moi. Et je dis pas que je suis parfait, hein, c'est juste un partage d'expérience, je suis transparent là-dessus. Je me rends compte que du coup, je suis beaucoup plus dans le partage avec mes amis, mes proches, que ce soit sur payer les notes au restaurant, faire des cadeaux à mes potes, à ma chérie, etc., etc. Et je pense que ça, c'est un trait que j'avais déjà de base. Donc, je dirais que ouais, l'argent révèle la personne que vous étiez déjà de base, mais puissance x 10, quoi. Et j'espère que vous entendez bien et qu'il n'y a pas trop le bruit de Dubaï. Il y a un building qui est en train de se construire à côté. Ok. On a. Et si un client me lâche? Ok. Alors, si un client en closing te lâche, j'ai l'impression que c'est un peu en mode je suis défaitiste et est-ce que c'est la merde? C'est pas du tout une problématique, hein. Naturellement, tu vas voir quand t'es closer, c'est pas trop le client qui te lâche. En général, c'est plus toi qui as envie de changer de team et qui va un peu bouger à gauche à droite. Exemple, moi quand je bossais avec Bodytime, j'avais un contrat aussi avec Gymflix et avec Reseller 2.0 sur du Make Money. À un moment donné, c'est moi qui ai dit, bah, les gars, je peux pas tout faire, donc j'ai choisi mes teams, j'ai arrêté de bosser avec Bodytime. J'ai bossé 100% avec Félix, mon brother, sur Reseller 2.0. Et je l'ai aidé justement dans son développement. Par la suite, après, du coup, j'ai eu le modèle un peu head of sales où je lui plaçais mes closers, mes setters et je gérais un peu la sales team. Mais non, c'est pas une problématique, faut même voir ça comme une opportunité. J'ai des gars dans l'accompagnement pour vous dire, ils étaient dépités quand il y a un contrat qui s'est arrêté avec un de leurs clients. Ils étaient forcés de le faire parce que leads de mauvaise qualité, conditions de travail qui ne matchent pas forcément, ils s'entendent plus avec le head of sales, bref, plein de choses qui font qu'ils ont envie d'arrêter. Et en fait, c'est l'arrêt de cette collaboration qui a engendré justement une autre collaboration qui leur a permis de très très bien gagner leur vie. Donc moi, je vois toujours le truc en mode, il faut faire d'un échec en quelque sorte une opportunité. Et donc non, c'est loin d'être problématique. Il y en a un qui me dit je ne me sens pas crédible. Bah, si tu manques de crédibilité vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de tes potentiels clients, c'est juste que ton niveau il est pas assez bon. Forme-toi, tout simplement. Comment t'as rencontré ta copine? Ça, c'est Thomas, mon brother, putain. Bah, je promets, hein, j'ai dit que je répondais à tout. Vous allez rire. J'ai rencontré ma chérie sur un appel de closing, sur une offre en B2B. Elle avait besoin d'aide pour scale son business. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai mélangé le pro et le perso. Donc, ma chérie, c'est Maëlle, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je la rencontre sur l'appel de closing. Elle est mimi, elle me plaît bien, donc je la close. L'offre, c'était à 12 000 euros. Donc, j'ai rempli ma part du marché, j'ai fait mon job de closer. Je close à 12K. R2 pour signer le contrat et ensuite bon la suite a fait que on s'est bien entendu. Elle était à Bali à ce moment-là, moi j'étais à Dubaï
Et je sentais un truc avec elle, c'était assez particulier à expliquer. Donc je me suis dit, putain, c'est drôle de raconter ça, c'est la première fois que je le raconte en public, personne n'est au courant. Il n'y a que mes potes proches qui sont au courant de ça. Vous êtes vraiment dans les insights là. Et du coup, bon, elle est à Bali, moi je suis à Dubaï. À ce moment-là, je ne sais pas encore où est-ce que je vais aller, potentiellement en Réunion, rentrer en France quelque temps, bref. Et j'ai un peu une overdose de Dubaï, je suis dans ma bulle un petit peu ville, béton depuis 6 mois. Et du coup, je me dis, bon, cette fille, j'ai quand même envie de la rencontrer parce que je sens qu'il y a un truc à faire et qu'elle me plaît bien. Et j'ai un peu ce feeling que j'ai pas d'habitude. Faut savoir que moi, je suis vraiment dans ma bulle, je sors pas trop. Les soirées, c'est pas pour moi. Je vois pas trop de nanas, etc. Je suis vraiment lock-in dans ma bulle, boulot, 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 objectif à fond. Et là, je me dis, à ce moment-là, j'ai pas envie d'avoir de copine. Je suis focus business, focus objectif. J'ai envie de scaler mon accompagnement à fond. J'ai envie de tout déchirer dans le closing encore une fois. Je me dis, si on la met sur mon chemin, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Donc, sur un coup de tête, ce que je fais, c'est que bah, je book un billet d'avion. Je pars la voir à Bali. Donc, faut pas oublier que cette meuf, je ne la connais pas à la base, hein. J'arrive, on se fait un premier date, on se rencontre et la suite, tout se passe bien. On s'est plus quitté. Ça fait 6 7 mois qu'on est ensemble. On a un appart à Dubaï tous les deux. C'est vraiment. Tout est parfait, c'est l'amour fou. Coup de foudre, tout s'est bien passé, on s'est plus quitté. Voilà. Et la suite est ainsi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ici, je n'ai aucun résultat. Alors ça, c'est vraiment le truc de l'échec. Pour moi, si t'as pas de résultat, tu vois, t'as deux approches. T'as le mindset du broke et le mindset du mec qui va être successful. Le mindset du broke, c'est « Ah putain, ça fonctionne pas, j'arrête tout ». Donc, quand t'arrêtes d'essayer, déjà, c'est que t'as perdu. Et t'as le mindset du mec successful qui dit « Bah, c'est normal, je veux avoir accès à un truc que peu de personnes ont accès, donc forcément, c'est que ça engage plus de travail, plus de difficultés. Donc juste keep going, man, tu continues et t'auras forcément des résultats. » En fait, le seul moyen de dire pour moi, c'est... Enfin, le seul moyen de dire pour moi, t'as pas de résultat, c'est qu'en fait, t'as arrêté. À partir du moment où tu keep going, tu continues, les résultats, ils vont forcément arriver. Ou alors, c'est que tu fais quelque chose de mal dans ton process. Dans ce cas-là, va chercher les bonnes informations, va t'entourer des bonnes personnes qui savent faire ce que toi tu veux faire. Fais-toi aider, et juste ça va fonctionner au bout d'un moment, c'est mathématique. Comment je sais que c'est pas du bullshit de plus? Alors, je sais pas de quoi tu parles, j'imagine que tu parles du closing. Alors, on voit beaucoup de trucs au FM, trading, e-commerce, crypto-monnaie, tout le bordel. E-commerce, c'est assez factuel, c'est vendre un produit, tu vends pas, tu fais pas d'argent. Le trading, ça peut être un petit peu. Ça peut faire un peu rêver, c'est des courbes, etc. Bon, voilà, par contre, le closing, les gars, c'est mathématique. Il y a des infopreneurs qui sont bons pour une chose, faire de l'acquisition, c'est-à-dire trouver des clients potentiels. Ils sont bons pour délivrer ces clients par rapport à leur offre, donc leur service, coaching, accompagnement, formation, séminaire, bref, peu importe. Mais il y a un truc sur lequel ils sont pas bons, c'est convertir un prospect en client. Ils font appel à qui? Des closers, vous le savez, donc des gars comme moi, des gars comme les gars de ma team. Votre rôle, c'est de convertir un prospect en client via un process de vente, ça s'appelle le closing, c'est de l'aide à la prise de décision. C'est des mecs qui sont déjà chauds, il n'y a pas la partie prospection. La seule chose que vous avez à faire, c'est passer 1 heure de votre temps avec cette personne, comprendre ses problématiques, comprendre ses objectifs et lui faire comprendre que votre solution, en gros, ça peut lui permettre de résoudre ses problématiques actuelles pour aller chercher justement ses objectifs. C'est mathématique, 10% d'une offre high ticket entre 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 12 000 euros comme vous l'avez vu avec le cas de Maël. 12 000 euros, il faut savoir que moi je prenais quand même 1 200 euros dans ma poche, c'est 10%. Donc est-ce que c'est bullshit? Bah frérot, pour faire 2 000 euros, tu as besoin de faire 4 clauses à 5 000 euros sur une offre à 5K où tu vas prendre 500 euros de commission. À un moment donné, il faut juste être factuel, c'est des mathématiques. Donc voilà, pas besoin de prendre plus de temps sur cette question, je pense. Comment éviter de perdre encore 6 à 12 mois? Ok. Bah, alors si tu dis encore, ça veut dire que tu as déjà sûrement perdu 6 à 12 mois. Pour moi, c'est assez simple au final. C'est de repérer la pattern chez toi qui fait que pendant 6 à 12 mois, tu as été bloqué. Est-ce que c'est que tu as été dans l'inaction? Est-ce que c'est que tu as mal réfléchi? Est-ce que c'est que tu as lancé des projets mais que ça a foiré? Et d'essayer au maximum de ne pas répéter ces choses qui ont fait que tu as perdu apparemment 6 à 12 mois. Parce que souvent, la raison exacte pour laquelle vous êtes bloqué, c'est de la peur, c'est de l'ego, c'est de la procrastination, c'est toutes ces choses-là. Parce que tu aurais pu faire le choix il y a 6 mois de te faire accompagner, d'investir ton argent, de bosser avec des personnes qui savent faire ce que tu veux faire. Elles te les auraient enseignées et potentiellement 6 mois plus tard, tu aurais déjà eu les résultats. Donc ouais, je pense arrêter de réfléchir comme la personne que tu es aujourd'hui, mais réfléchir comme la personne que tu veux devenir, celle qui investit, qui a confiance, qui prend des risques et qui entreprend. Et arrêter de répéter toutes les choses qui ont fait que là, tu es en train de dire que ça fait 6 mois que tu as perdu du temps, quoi. Éviter de prendre du retard. Alright, next question. Combien de temps je peux tenir avant de voir les premiers euros? Alors combien de temps tu peux tenir, je ne sais pas. C'était peut-être plutôt combien de temps est-ce qu'il faut avant de faire ses premiers euros. En vrai, ça dépend. Franchement, je vais vous dire un peu une baseline. J'ai des mecs, après 3 semaines, 1 mois d'accompagnement, ils sont déjà à 1000, 1005 euros de com. Il y a encore Benji là qui est rentré il n'y a pas longtemps, je crois qu'il a fait 1009 ou 2K le premier mois, au mois de décembre en plus, là où les gens étaient en vacances, c'était assez aberrant ce qu'il a fait. Et t'as des mecs qui prennent plus de temps que les autres, qui sont moins à l'aise, qui implémentent moins rapidement, qui prennent 2, 3 mois. Dites-vous un truc, c'est que dans tous les cas, si vous êtes sérieux, que vous commencez le closing et que vous vous faites accompagner correctement,
Il y a grand maximum 5-6 mois entre le moment où vous allez commencer de zéro et le moment où vous allez commencer à closer. C'est juste une question de temps et de pas lâcher. Je sais que ça peut être frustrant des fois parce qu'on est dans une génération où on est full dopamine, on veut un truc comme ça, on le veut direct one shot, mais ça ne peut pas fonctionner. La vérité, c'est que ça prend du temps. Vous êtes littéralement à un client de faire vos 3000 euros. Ce client, il se mérite. Pour avoir ce client, il faut devenir bon en closing, donc méritez d'être bon. Formez-vous, apprenez et juste continuez à monter en compétences. Ça ne peut pas se faire comme ça en claquant les doigts. C'est juste pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, remplacer son salaire possible ou galère. Bah non, plus que évident, hein. Même si je pense à Lucas, je pense que c'est l'exemple le plus parlant. C'est un de mes élèves qui aujourd'hui fait entre 11 et 12 000 euros par mois, ce qui peut paraître énorme. Mais à la base, Lucas, il était vraiment dans le syndrome de la prison dorée par excellence. Il gagnait, je crois, 3 008 ou 4 000 euros par mois. Et le mec détestait sa vie. Donc naturellement, vous pourriez avoir tendance à vous dire, remplacer 4 000 euros de salaire dans le salariat, ce qui est énorme, via le closing, c'est plus compliqué. Ça lui a pris littéralement 2 mois. En fait, il y a un calcul très simple à faire, hein. Je vais prendre ma calculette, c'est... Si tu closes, il n'y a même pas besoin de calculateur en réalité. Si tu closes sur une offre à 3 000 euros, ce qui est le panier moyen sur le marché, 3 000 euros, une formation, un accompagnement, c'est normal, tu vas prendre 10% de commission, donc 300 euros. Si tu prends 300 euros, tu as juste besoin de faire 10 calls de closing que tu closes pour faire 3 000 euros. Donc c'est juste une question de mathématiques. Ton client te forme pour connaître le produit que tu dois vendre à ton closer. Alors attends, c'est pas le client qui va te former toi pour vendre à ton closer, c'est le client qui va te former toi en tant que closer pour vendre le produit à ses leads à lui, à ses prospects. Donc oui, naturellement, il va te former, effectivement, c'est hyper important, hein. Si tu connais pas l'offre et que tu la comprends pas, encore une fois, transfert de conviction, si tu captes rien et que t'es pas convaincu, tu seras pas convaincant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi selon toi le facteur clé de la réussite en closing? Je pense que c'est avoir les bonnes informations, les implémenter, donc se faire coacher au quotidien, avoir des feedbacks et avoir le bon process pour trouver son bon client avec une niche qui a du potentiel sur laquelle réellement tu vas pouvoir chiffrer. Je dirais que c'est ça sur la partie opérationnelle au niveau du process. Et le deuxième facteur clé, c'est de réellement être quelqu'un de bon. Si t'es un gros connard, mec, ne fais pas du closing parce que ça révèle vraiment qui tu es, dans le sens où être un bon closer, c'est être empathique, c'est-à-dire être capable d'écouter, de poser les bonnes questions, de réellement s'intéresser à la personne et de réellement avoir envie d'aider les gens. Pour avoir envie d'aider les gens, déjà, il faut être une bonne personne. Si t'es un gros connard, encore une fois, ça fonctionne pas. Donc, poser les bonnes questions, être empathique, hyper important. Moi, c'est un truc que je regarde énormément. Les deux trucs qu'on regarde, nous, c'est l'humain et le potentiel avant de bosser avec quelqu'un. L'humain, parce que, bah, vous l'avez vu, on a fait des events physiques à Marrakech et moi, c'est ce que j'ai envie de faire sur le long terme, pouvoir inviter mes élèves. Mes élèves, c'est mes bros, c'est ma famille numéro 2, c'est mon business, c'est mon bébé. Et c'est hyper important que, humainement parlant, ça match. C'est aussi pertinent d'un point de vue closing. Et le deuxième, c'est le potentiel, parce que bah, je pense que vous l'avez vu, hein, sur Insta, YouTube, ce que vous voulez. On vous fait croire systématiquement que ce business va vous rendre riche, qu'il y a telle opportunité à la mode qui va fonctionner, etc. La vérité, c'est que le closing, c'est une opportunité comme une autre. Ça cartonne, certes, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et si vous n'avez pas cette capacité à être empathique, d'après moi, ça va pas fonctionner. Next question, on a comment tes élèves font pour avoir des résultats? Bah, ils se font former par moi. Ils ont un bed d'accompagnement, ils ont des coachings au quotidien. On répond à leurs questions littéralement 24/24. C'est des coachings de one-to-one, c'est pas l'usine, vous n'êtes pas 50 millions sur un groupe lâché à l'inconnu. On a un vrai process, on a des teams avec qui on bosse et des possibilités d'être placé aussi en entreprise. Donc c'est tout plein de choses qui font que du coup ils ont de beaux résultats. Je ne pourrais pas prendre le temps d'expliquer ça, ça prendrait trop de temps, mais rapidement c'est ça. Sur notre partie, parce que sur la partie de l'élève, c'est aussi important de relever qu'on bosse uniquement avec des mecs qui réellement ont du potentiel. C'est des mecs déter. Donc en général, ceux qu'on choisit, on sait d'avance plus ou moins combien ils vont pouvoir générer. Donc c'est aussi parce qu'on est assez strict sur les sélections naturellement. C'est quoi le meilleur closer que tu connais? Ah, c'est encore mon brother Thomas ça. Je vais faire un podcast avec lui, je pense que ça ira plus vite. Pour vous montrer un petit peu le cash qu'on peut générer quand on est closer. Thomas c'est un de mes brothers avec qui j'étais en coloc, vous avez peut-être vu sur les différents vlogs. Je crois que les records qu'il a fait des genre 25-30 000 euros sur des challenges en une semaine et demie, c'est genre insane. Et j'aimerais justement qu'il puisse vous partager son expérience parce que si je le raconte comme ça, vous allez me dire non, c'est pas possible. Mais c'est véridique. Tu bosses combien d'heures pour ton closing? Ça dépend. En général, je tourne entre 3 et 4 heures de call par jour. Mais moi, j'ai aussi la partie accompagnement où du coup, je fais des vidéos sur Insta, j'ai YouTube. J'ai les coachings aussi avec les élèves qui me prennent du temps. Les coachings one-to-one, les coachings de groupe. Donc je dirais, ouais, je tourne en moyenne sur entre 9 et 12 heures de travail par jour. Et sur la partie closing, pure call de closing, je suis entre 4 et 5 maximum, je dirais. C'est quoi la plus grande fierté dans ta vie? En vrai, je dirais avoir rendu fier mes parents, évidemment. Avoir la possibilité aujourd'hui de leur rendre l'appareil. C'est-à-dire que j'ai eu cette sensation un petit peu frustrante pendant des années où mes parents ont beaucoup donné, que ce soit, ils ont provide, hein, bouffe, nourriture, nourri, logé, blanchi, comme beaucoup de parents. En tout cas, parce que mes parents avaient l'argent nécessaire, on n'était pas à plaindre. Voilà.
Et du coup, de pouvoir leur rendre l'appareil, c'est-à-dire de pouvoir leur faire des cadeaux, les inviter au resto, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Ça, c'est pour les facteurs externes. Et si je parle uniquement de moi, fierté personnelle, c'est de m'être rendu fier moi-même, le petit gamin de 14 ans qui était en échec scolaire, qui était soi-disant bon à rien, destiné à foirer sa vie, qui aujourd'hui a une vie sur mesure, gagne plus de 10K par mois, vit à Dubaï, a trouvé la femme de ses rêves. Je pense que ouais, c'est ça. Je dirais que c'est ma plus grande fierté. Faire quelque chose au quotidien qui me plaît, parce que réellement je suis heureux grâce à mon business. J'aide des gens, je transforme des vies, je kiffe ma vie, je fais des vidéos, je suis à Dubaï, je voyage. Et je suis fier quand je reçois les témoignages de mes élèves qui me disent Kev, t'as changé ma vie, merci beaucoup. Ça, c'est un truc qui me rend énormément fier. Et en fait, c'est le vrai pourquoi je fais ça. Et ça a vraiment changé depuis parce que je me suis rendu compte d'un truc très con. Mais gagner 10 000 euros, c'est cool, mais en vérité, ça change pas votre life. Et gagner 12, 15, 20, 30, ok, il y a une différence, mais entre 10 et 15, je vous jure, les gars, vous pouvez être à Dubaï, vous pouvez vous payer des trucs, vous pouvez aller au resto. Donc, c'est pas un mec en plus dans l'accompagnement qui va changer grand chose. Par contre, des relations comme j'ai pu avoir avec Jules, là, que vous avez peut-être vu sur le vlog, Lilian, mes brothers, coucou les gars, si vous passez par là, ça a pas de prix, et ça, ouais, ça me rend fier, parce que j'ai pris des mecs qui étaient pas heureux, qui étaient dans un système dans lequel ils n'arrivaient pas à sortir, salariat, bloqué, prison dorée. Ils font de l'argent, ils sont heureux grâce à la méthode, grâce à ce qu'on leur a enseigné. Et ouais, il n'y a rien de plus gratifiant en vrai pour moi, donc ça me rend fier, de ouf. C'est quoi la plus grande qualité? Moi, j'ai déjà répondu. Meilleur conseil, closing, vie, business aussi. Meilleur conseil, closing. Moi, je dirais que c'est de split ton agenda et de séparer et d'être très focus sur des moments de travail et d'être très focus sur des moments de vie. Je sais que quand tu es entrepreneur, tu vois, il y a une des difficultés que beaucoup de personnes rencontrent. C'est une des difficultés que moi, je rencontre encore à l'heure actuelle. C'est de séparer le pro du perso. Je pense que il vaut mieux être à 100% sur le taf et laisser complètement le perso de côté et être à fond sur le perso et laisser complètement le taf de côté que faire un mix entre les deux où t'es pas vraiment performant sur le pro, pas vraiment performant sur le perso et du coup ça devient un bordel monstre. Donc je dirais ouais s'organiser. Je peux vous montrer hein. Un agenda de closer ça ressemble à ça. C'est des calls de partout, H24. Et en fait, ça pousse réellement à avoir une capacité d'organisation parce que du coup, ça vous pousse à vous mettre des petits créneaux pour aller manger, des petits créneaux pour aller dormir, des petits créneaux pour faire un repas, etc., etc. Sortir, sinon vous devenez fou et vous bossez littéralement 15 heures par jour. Je suis bloqué par le syndrome de j'attends le bon moment. Bah frérot, est-ce que le bon moment au final, c'était pas déjà hier? Et le deuxième meilleur moment, est-ce que c'est pas maintenant? Parce que pose-toi la question de tout ce que tu as à perdre au quotidien et tout ce que tu perds déjà et combien ça va te coûter si tu prends la décision ne serait-ce que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il y a un truc qui m'aide beaucoup, moi, c'est quand je galère sur des décisions. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup bossé sur mon mindset parce que c'est pour moi la réussite dans le business pour moi, elle est directement liée à ton mindset. Un truc qui peut aider, tu vois, pour les personnes comme ça qui me disent euh, quand est-ce que c'est le bon moment, c'est imagine-toi sur ton lit de mort, malade, en train de te poser une seule question. Est-ce que je regrette de l'avoir fait, de l'avoir tenté, ou est-ce que je regrette de ne pas savoir quel résultat j'aurais pu avoir parce que je ne l'ai pas tenté? Et en général, naturellement, ton cerveau va t'orienter vers le regret de ne pas avoir essayé des choses, donc essaie de vivre avec le moins de regrets possible. Et pour ça, rend fier le petit papy sur son lit de mort qui a juste tout testé, qui a zéro regret. D'ailleurs, ça c'est un truc, hein, il y a des études qui ont été faites. Le plus gros regret des gens sur leur lit de mort aux hôpitaux, c'est pas d'avoir fait des trucs, c'est de ne pas avoir fait. C'est d'avoir été au final dans l'attente et de vivre avec des regrets. Donc faut faire les choses. Est-ce que je suis obligé de me former? Il n'y a pas d'obligation à te former, mais la seule question que j'ai à te poser, c'est aujourd'hui tu t'es pas formé, est-ce que tu es closer? Est-ce que tu fais 2, 3, 4, 5 000 euros par mois par rapport à l'objectif que tu as? Si la réponse est oui, bravo, félicitations. Si la réponse est non, c'est qu'il te manque un truc, donc ouais, forme-toi. C'est pas très compliqué, hein. Tu peux avoir combien de clients en même temps? Je pense que je peux avoir 2 3 clients en même temps. Moi, le max que j'ai fait, c'est 3, c'est déjà beaucoup. 2 c'est idéal. Et 1, si tu envoies 10 heures de call par jour, pas besoin d'en avoir forcément plus. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, en fait, si vous voulez, c'est en fonction du profil de closer. J'ai des élèves avec qui ça match très bien sur 2 teams parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir jump d'un call à l'autre. Si vous voulez, quand vous avez 2 teams de closing, vous êtes sur 2 infopreneurs différents. Potentiellement, il y a des calls, c'est du sport. Potentiellement, d'autres calls, c'est du make money. Si vous n'arrivez pas à avoir cette capacité à jump avec un prospect qui vous parle de sport, au prospect d'après qui vous parle de business, vous êtes cramé, c'est mort d'avance. Donc moi je trouve ça hyper challengeant et j'adore, parce que du coup je me lève le matin, j'ai un call sur du B2B à 12 000 euros et puis le call d'après c'est du fitness à 3 000 euros. Et je suis en mode trop bien, c'est hyper challengeant, c'est diversifié, j'adore. Mais il y a des prospects, enfin il y a des closers pardon, qui n'ont pas cette capacité justement à jump sur des offres qui sont différentes. Ça leur met un brouillard mental, ça pète leur performance et du coup ils sont pas si bons que ça. Donc je pense qu'il faut avoir cette capacité à se focus si jamais tu sens que tu es bon qu'avec une team et aller sur 2 teams si jamais tu arrives à être à l'aise avec 2 teams. Dubaï ou Bali? Bon là on est à Dubaï. Alors, c'est dur à répondre à ça.
Je passe quand même plus de temps à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, j'ai mes frérots, il fait beau, il n'y a pas de pluie. C'est un environnement qui est hyper stimulant. En fait, si vous voulez, pour moi, Bali, c'est pour les brocs. Et Dubaï, c'est pour les mecs qui veulent faire de l'oseille. Et c'est pas en mode hautain que je dis ça, c'est que c'est factuel. Dans le sens où à Bali, t'as 1 500 euros, 2 000 euros par mois, littéralement, tu vis comme un roi. T'es un prince, t'achètes ce que tu veux, tu vas au gym, tu peux te prendre des belles villas, etc. À Dubaï, frérot, avec 2 000 euros, tu ne fais rien. Je sais même pas si tu peux payer ton loyer en Airbnb, nous on paye à l'année donc c'est moins cher. Mais ouais, je dirais Dubaï. En vrai, Dubaï, pour la vibe entrepreneuriale, pour les gens, pour le mindset, pour le business. Et Bali, pour tout ce qui est nature, repos. Mais en fait, Bali, ça pousse à rien branler. Genre, j'ai remarqué vraiment à Bali, moi, il faut que je me déterre beaucoup plus pour travailler, alors qu'à Dubaï, c'est évident, il n'y a que ça à faire. Ok, c'est beau, ok, il y a le Burj Khalifa, mais la vérité, c'est qu'à part le wakeboard, les soirées, aller au beach club et manger dans des restos où tu te fais arracher le cul et que tu payes 800 euros, bah tu vas pas kiffer ta life. Donc Dubaï, en vrai, là où Bali, ça pousse moins à faire de l'argent, c'est plus détente pour les vacances. Je dis pas que c'est pas bien. J'adore rentrer à Bali quelque temps parce que ça fait du bien, c'est authentique. On retourne un petit peu sur un truc terre à terre où les gens sont humains, il y a de la proximité, ça coûte moins cher, il y a la nature. Et ça fait du bien parce qu'on se ressource. Mais sinon, pour le long terme, en vrai, Dubaï. Et il y a la fiscalité à Dubaï, je vais pas mentir, qui est hyper intéressante. Là où à Bali, c'est pas le cas. Est-ce que je dois prospecter en tant que closer ou pas? Bah non, le principe du closing, c'est que tu as un système d'acquisition, un infopreneur qui génère du trafic via son marketing, ads, organique, YouTube, bref, qui fait que du coup, il y a un pôle de leads en fait qui est déjà chaud et toi, tu vas être amené à les convertir. Donc, tu es vraiment la partie conversion pour les passer de prospect à closer. Donc, tu n'as pas cette partie prospection. La seule partie prospection que tu as, du coup, c'est pour trouver ton premier écosystème parce que bah, aujourd'hui, tu as beau être le meilleur closer du marché francophone, si personne sait que tu closes et que tu vas pas pousser des portes pour justement te laisser des opportunités pour bosser avec des gens, mais ce sera pas possible de faire de l'argent. Donc tu as, la partie prospection pour ça, mais sinon un closer ne prospecte pas, il reçoit des leads qui sont déjà chauds. Pourquoi certains closers stagnent à 2-3 cas par mois alors que d'autres explosent? Pour moi, il y a deux choses à ça. L'option numéro un, si tu stagnes à 2 000 euros par mois et que tu n'arrives pas à faire plus, c'est que ton niveau de closing il est pas assez bon. Tu as un niveau de closing qui est moyen. Auquel cas, tu n'arrives pas à surperformer et à augmenter ton taux de commission. Et du coup, face à ça, la seule solution que tu as, c'est de prendre plus de calls. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, c'est pas viable parce que la seule chose que tu vas faire, c'est t'épuiser. Et pour moi, la deuxième problématique, donc, un, c'est le niveau de closing qui est pas bon. Il faut que tu step up, que tu deviennes meilleur simplement. Et deuxième problématique qu'il peut y avoir, c'est au niveau de l'écosystème avec lequel tu es. Offre pas assez cher, trop de B2C, pas assez de B2B, peut-être pas assez de calls. Et principalement, c'est ça. Et volume de leads quali qui est pas assez important. C'est tout. À partir de quel moment tu passes de débutant à vraiment closer? À partir du moment où tu sens que tu es formé et que c'est bon, ça performe et que tu as commencé à closer ton premier client. Pas par coup de chance, hein. Parce que n'importe qui en soi pourrait essayer de closer et par coup de chance closer. Mais parce que vraiment, tu as eu un process qui est éprouvé, que tu t'es formé, que tu t'es fait accompagner, que tu as des bons frameworks, que tu sais comment ça fonctionne, que tu as un lead, si tu as une team, si tu as été sélectionné, admis avec eux, c'est que tu es bon, et que tu closes ton premier client, c'est bon, bam, t'es closer. Tu es passé de débutant à closer. Tu estimes qu'il faut combien pour vivre à l'étranger, Dubaï, Bali? J'estime qu'à Dubaï, ça dépend de ton lifestyle. En fait, si vous voulez, il faut comprendre un truc avec cette ville, c'est que quoi qu'il en soit, elle va vous pousser à dépenser de l'argent, elle va vous tirer votre oseille. Donc il faut arriver à avoir cette capacité à mettre les œillères et être focus boulot, sinon il y a les distractions, le resto. La dernière fois, je suis avec madame au resto, on s'en tire pour, je crois, 500-600 euros, on était deux, je bois pas d'alcool, on a juste pris entrée, plat, dessert, c'est pour vous dire. Ok, il y avait la vue sur le bourg, c'était sympa, mais dès que vous voulez faire des trucs un petit peu sympas à gauche à droite, un peu fancy, ça coûte vite beaucoup d'argent. Donc Dubaï c'est très cher, le loyer est cher aussi. Nous ça nous coûte à peu près 3-4 000 euros par mois, à deux donc ça va. Et on paye à l'année et on est bien placé, on est à business base et c'est très stylé, mais ça coûte quand même de l'argent, donc entre 3 et 4 000 euros. En Airbnb c'est beaucoup plus cher. Et tout ce qui est activité, ça va être ça. Le gym, je sais pas, parce que nous on a un bon gym ici dans le condo, dans le building, donc on ne paye pas. Je crois que les gyms, c'est quand j'allais ouais, UFC Gym, c'était 200, 180 euros, je crois, par mois, en conversion, à peu près. Donc ça fait comme des ronds. Et la bouffe, bon bah après, non, en vrai, la bouffe, vous commandez sur Karim, ça coûte le même prix qu'en France, plus ou moins. La France a beaucoup augmenté. Et Bali, c'est pas cher. Bali, c'est vraiment pas cher. Bali, les prix ont quand même augmenté, hein. Maintenant, les villas, ça peut vite coûter 1000 euros, une belle villa avec une piscine, etc. Mais ça sera toujours moins cher que Dubaï. Comment tu gères le décalage horaire? Eh ben, ça, c'est une des raisons, d'ailleurs, si je peux compléter mon propos avec la question de tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère Dubaï, c'est que Dubaï, l'avantage, c'est que là, à l'heure actuelle, on a 3 heures de décalage avec la France. Moi qui déteste me lever le matin, si je me lève à midi, par exemple, ça fait, là, d'habitude, donc là, il y a 3 heures, des fois, il y a 2 heures, donc ça fait entre 9 et 10 heures en France, ce qui est correct. Là où à Bali, les gars, c'est 7 heures d'écart.
Ça veut dire que quand tu es closer à Bali, tu prends des calls, enfin, tu acceptes, il n'y a pas le choix. Tu prends des calls jusqu'à 2, 3, 4, 5 heures du matin potentiellement, avec des clients en France qui, eux, sont seulement sur des calls où l'équivalent c'est 19, 20 heures. Donc, comment je gère le décalage horaire? Très compliqué. C'est pour ça que je vais plus trop à Bali. Et à Dubaï, c'est plus simple à gérer. Donc, c'est cool. C'est quoi les différents secteurs en général? Secteurs. Bon, j'imagine que je parle des secteurs dans le closing. Il y a trois principaux secteurs, trois principales niches. Tu as le make money. Donc, make money en anglais, ça veut dire faire de l'argent. C'est tout ce qui est de près ou de loin. Tu apprends à faire de l'argent. Donc, OFM, trading, crypto-monnaie. Le closing, au final, c'est dans la niche make money, hein. Moi, les gars, je vous apprends à faire de l'argent via une compétence qui est le closing. Donc, c'est du make money. Il y a l'investissement en immobilier. Il y a des sous-niches de ça. Moi, j'ai un élève, Anton. Ils vendent des sites web. Indirectement, c'est du make money. Site web égale plus de visibilité, trafic, plus de conversion, plus de booking, de réservation aussi, donc plus de cash pour le gars avec qui il bosse, donc c'est du make money. Première niche. La deuxième, c'est le sport, donc c'est la santé au global, santé mentale, dev perso, mindset, prise de décision. Et la santé physique, tout ce qui va être perte de poids, prise de muscle, bien-être, crossfit, prépa, running, etc. Ça, c'est une grosse niche qui marche très bien, donc Bodytime, c'était le cas par exemple. Et ensuite, on a les relations, c'est un peu plus niché, c'est reprendre confiance, apprendre à draguer les meufs, se remettre d'une rupture, d'un divorce, etc., etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle ces niches elles cartonnent, c'est que ça répond à un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Douloureux, ça fait mal de ne pas avoir de thunes, ça fait mal d'être dans de mauvaises relations, ça fait mal d'avoir un mauvais physique. Le côté urgent, on doit trouver une solution rapidement, parce que tu peux jamais rester très longtemps sans argent, tu peux jamais rester très longtemps sans de bonnes relations, et pareil pour le sport. Et reconnu, en gros, on sait que c'est là, c'est établi, ça existe. Voilà pour ça. Expatriation, c'est une fuite ou une vraie opportunité? Mec, j'ai juste un truc à te dire, hein. Regarde la gueule des gens que t'as en France, regarde leur mindset, regarde combien ils ont sur leur compte en banque, et après tu vas comprendre que c'est une putain d'opportunité de se barrer parce que du coup tu vas être entouré de personnes qui ne sont pas celles que tu peux avoir en France, c'est-à-dire qui sont aigries, mauvaises, qui aiment pas l'argent, et tu vas être entouré de mecs qui sont ambitieux, qui kiffent la thune, qui ont aucun problème à parler d'argent, qui veulent toujours viser plus grand, ce sera pas mal vu. Donc moi je me retrouve réellement dans une bulle où je suis bien avec moi-même et je suis bien avec les gens depuis que je suis à Dubaï. Et même pas que depuis que je suis à Dubaï en vrai. Je me sens bien depuis que j'ai quitté la France. En vérité, la France, j'ai jamais pu me sentir bien en France. Il y a trop de problématiques. Je vais pas rentrer dans un discours politique, mais que ce soit l'insécurité, les gens, le mindset, la mentalité, les impôts, j'en parle même pas. Tu lances une boîte, on te prend 60%, 45% de tout ce que tu gagnes. Dans quel monde en fait? C'est n'importe quoi. Donc moi, quand je suis parti à New York, déjà, je me suis pris une claque et je me suis dit en fait, t'es pas contraint de subir un environnement que t'aimes pas. Genre, il n'y a pas tous les pays qui sont comme ça. Va visiter, voyage et tu feras la différence. Que ce soit Bali, Dubaï, les USA. Il y a un vrai gap, il y a un vrai changement dans le mindset des gens. Donc forcément, quand les gens réfléchissent différemment, les rencontres sont différentes, donc les opportunités sont différentes, tout va plus vite, les gens sont ouverts d'esprit. Tu lances un projet en France, on te dire: ah mais t'es sûr? Ah mais quand même c'est dangereux, ah mais imagine ça marche pas. Aux États-Unis c'est what's up man, what's your project, et ils t'encouragent à fond, ils sont en mode let's go brother, tu vas tout casser, si t'as besoin de moi je t'aide. Et ça c'est un truc que malheureusement on n'a pas en France. Et de toute façon moi je pense que la France est en train de couler, c'est une des raisons pour lesquelles je veux plus vivre là-bas. Donc barrez-vous les gars, allez voyager. Le monde est trop petit pour se cantonner à son petit village natal avec ses parents. Allez explorer, vous allez apprendre sur vous, vous allez devenir des personnes différentes, vous allez grandir, vous allez apprendre plein de choses, vous allez avoir une vision qui est totalement différente de celle que vous pouvez avoir en France. Et ça ne peut que vous faire du bien. Donc moi j'encourage. Est-ce qu'on peut réussir financièrement en restant en France ou faut-il partir? Bon, ça rejoint ce que je disais. Non, je pense qu'on peut réussir, hein. J'ai plein de potes qui sont en France, qui entreprennent, qui ont des boîtes. C'est juste que moralement, c'est compliqué. Ils se font bouffer par l'URSSAF. L'environnement de travail, que ce soit les impôts et même les gens, la mentalité quand t'as des salariés, etc., c'est compliqué. Les gens sont pas bosseurs. Ils cherchent systématiquement à niquer le système, en fait. Et quand t'es dans un monde où tout le monde cherche à niquer le système, naturellement, tu finis par te faire niquer toi aussi à la fin. Et le problème avec la France, c'est que pour moi, on est dans un pays qui est un pays d'assistés. On t'apprend depuis petit qu'en fait il faut que tu fasses ça, on te tient la main, on te guide, t'as aucun risque de rien, tu perds ton taf, t'as le chômage, tu peux gratter, t'as 2000 € qui tombent tous les mois, moins pour certains. Et en fait on t'assiste sur tout est gratuit, donc du coup bah, ça ne te pousse pas à prendre tes responsabilités. Et je pense que c'est un des gros problèmes de la France, et je me rends compte, hein, en étant parti aux États-Unis pendant un an, les gens là-bas ils prennent leurs responsabilités parce qu'ils savent que l'État ne va pas les sauver. Et donc quand tu pars du principe qu'il n'y a personne qui va te sauver, bizarrement tu sors de ta zone de confort, tu vas développer des compétences, tu vas devenir bon parce que le jour où il y a une couille et que tu as une famille, une femme, des gosses, bah putain, il faut les payer les factures. Et si t'es pas bon et que tu as été dans ta zone de confort pendant des années, tu vas rien pouvoir faire. Donc, et tu seras impuissant face à la situation. Donc voilà, grosse différence. Je pense que les temps durs créent des hommes forts et les temps
facile crée des hommes faibles. On est dans une période de temps facile, ça crée des hommes faibles, des hommes soja qui savent pas prendre leurs responsabilités, qui sont un petit peu des, excusez-moi du terme, des baltringues. Et c'est pour ça que je kiffe mon accompagnement, parce que c'est exactement ces gars-là à qui je ne parle pas, je parle littéralement à l'inverse, des mecs qui prennent leurs responsabilités, qui portent leurs couilles, qui sont audacieux, qui entreprennent, et j'adore. Et je vous jure que ça fait la différence. Et pendant longtemps, j'ai souffert d'être entouré par des personnes comme ça, qui sont pas ambitieuses, qui te tirent vers le bas. À chaque fois que tu leur parles d'un projet, elles te disent ah mais t'es sûr, c'est dangereux, et ci, et ci, et ça. Et je me suis jamais senti aussi mieux que seul, solo béton, à New York, tout seul, avec zéro pote, plutôt que mal accompagné. C'est vraiment la phrase vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc non, tu peux réussir en France financièrement. Je pense que tu peux réussir quand même, pour répondre à la question. Ce qui change vraiment en termes de mentalité à l'étranger, je pense à me barrer. Bon, ça rejoint déjà ce que j'ai dit, je vais pas répéter, hein, mais frérot, barre-toi. Est-ce que le closing est encore une opportunité viable en 2026 ou c'est déjà saturé? C'est une bonne question, c'est intéressant ça, parce que du coup, ça parle du marché du closing. En fait, il faut se rendre compte d'un truc, et je pense que je peux le dire, mais la réalité, c'est que juste réfléchissez au nombre d'opportunités business que vous voyez en 2026, et réfléchissez 2 secondes à l'opportunité d'un point de vue business par rapport à ce que eux ils ont besoin. Tous ces business en ligne, parce qu'on est vraiment sur du business en ligne, le point commun de tous ces business, c'est qu'ils ont besoin de convertir des leads qu'ils ne savent pas convertir parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont pas la compétence. Et que même s'ils sont très bons, ils ont beaucoup plus de valeur à ajouter à leurs clients en les délivrant ou en générant du trafic que de les closer. C'est pour ça que le métier de closer, au final, il existe. Donc dites-vous qu'à chaque fois que vous voyez un business en ligne qui pop-up, c'est une nouvelle opportunité d'aller closer pour cette personne. Et je pense que vous l'avez vu, il y en a de partout, tous les jours, que ce soit sur du sport, que ce soit sur du make money, sur plein de choses. Il y en a même sur la fiscalisation. Moi j'ai des bureaux qui ont des offres où en gros ils font pas de l'expatriation fiscale, mais en gros ils t'apprennent à t'expatrier fiscalement à l'étranger. Tu payes un accompagnement, je sais pas, c'est 5-6K, et ils te font ta structure juridique à l'étranger, Dubaï, peu importe. Tu payes un accompagnement, tu as un avocat fiscaliste, tu as une formation pour comprendre le droit fiscal, et il y a des closers. Et c'est comme dans tout en fait. Donc on en revient toujours à la même chose. La plus grosse erreur que les gens font en se lançant dans le closing. Alors je dirais que la plus grosse erreur que les gens font, c'est les commerciaux, principalement, qui partent du principe que parce qu'ils sont commerciaux, ils sont closers, et donc du coup ils veulent pas apprendre, ils se remettent pas en question, ils ont vraiment le melon, ils sont insupportables. Et moi la seule question que j'ai à leur poser, tu vois, c'est bah gars, si t'es si bon commercialement parlant et si t'es si bon closer, qu'est-ce qui fait que t'es pas un closer à 5 000 € par mois depuis Bali ou Dubaï? Et en général la question c'est ouais mais hein, en fait ils sont pas bons. Donc je dirais ouais c'est vouloir faire du bricolage avec des informations toutes préchauffées sur internet comme ça et de faire du copier-coller sur YouTube. YouTube a jamais rendu riche personne. Si tu n'investis pas ton argent, tu vas pas devenir riche. Donc, je pense que c'est une des erreurs qu'ils font. Et la deuxième, c'est une fois que tu es en train de te former, et je le vois avec les gars de l'accompagnement, c'est vouloir brûler les étapes et aller chercher plus rapidement que prévu un client, alors que le niveau est pas encore assez présent. Je dirais que ça, c'est une erreur qui est assez commune. Pourquoi est-ce que je comprends le game, mais je reste bloqué? Vous connaissez l'effet c'est quoi? C'est Denis Kruger, je crois. C'est la courbe où quand vous apprenez une nouvelle compétence ou vous vous renseignez sur un sujet, il y a ce syndrome où en fait vous pensez que votre niveau de connaissance il est là et ensuite vous avez une rechute. Donc peut-être que tu es au moment où tu commences un truc, parce que là de ce que tu dis du coup, je comprends le game mais je reste bloqué. Mais la vérité c'est que si tu comprenais vraiment le game du closing, tu serais déjà closer et tu serais pas bloqué. Donc c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris et juste que t'es pas assez bon en fait. Quelles compétences seront obligatoires pour réussir dans les prochaines années? Évidemment, je dirais la vente, mais je dirais même pas quelles compétences seraient obligatoires pour réussir dans les prochaines années. Je dirais que la vente, c'était déjà, même 10, 20, 30, 40 ans en arrière, la compétence à avoir pour devenir bon. Je crois que c'est Guillaume Moubèche qui dit on est le premier commercial de sa boîte. Et c'est une phrase qui est plus que vraie. Qui de mieux que toi pour vendre un produit? Quand tu développes la compétence du closing, ça peut littéralement te servir dans tout. Avec les meufs, dans les relations avec les gens, dans une boîte que tu peux lancer plus tard, dans le closing pour un client évidemment, pour te vendre toi-même sur des événements, auprès d'un client, peu importe. Le closing en fait, c'est de la psychologie sociale, c'est comprendre les gens, c'est comprendre comment ils fonctionnent, c'est poser les bonnes questions, les amener à comprendre que ta solution c'est la bonne pour eux. Donc au final c'est la base de tout, c'est la base des relations, c'est la base du business et tu as besoin de savoir vendre dans le business en général, que ce soit du business en ligne. Donc c'est primordial en fait. Pourquoi 90% des gens vont encore rater 2026 malgré toutes les opportunités? Alors ça me fait rire. Pourquoi 90% des gens vont encore rater 2026 malgré toutes les opportunités? Parce que 90% des gens ne savent pas prendre leurs responsabilités, se trouvent des excuses, ne veulent pas sortir de leur sécurité, ne savent pas prendre des risques. Et en fait, je pense que, même si on reprend ta question, pourquoi 90% des gens vont encore rater 2026 malgré toutes les opportunités? Et
c'est à cause d'eux-mêmes, je pense, mais je dirais aussi potentiellement que c'est à cause de toutes ces opportunités et de leur vision par rapport aux opportunités qui va faire que justement ils vont encore une fois rater 2026 parce qu'ils vont chercher le shiny object, l'objet brillant, c'est-à-dire la nouvelle poule aux œufs d'or, le dernier business à la mode, le truc qui va pouvoir me permettre de faire 10 000 euros en claquant des doigts. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui fonctionne, c'est se remettre en question, avoir le bon mindset qui va définir comment est-ce que tu vas agir et donc mettre en place les bonnes actions. Et ces bonnes actions vont définir les résultats que tu vas avoir. Donc arrêtez de chercher le business à la mode, juste investissez, formez-vous. La vérité, c'est que vous pouvez faire de l'argent littéralement avec tous les business. C'est juste qu'il y a plus ou moins de barrières à l'entrée. C'est vrai que le closing, c'est plutôt cool parce que le seul truc que tu as à faire, c'est investir ton argent pour te former et te faire accompagner. Mais après ça, t'as pas de broker à payer, t'as pas d'argent à mettre sur de la bourse, t'as pas de stock à acheter pour des produits comme en dropshipping, t'as rien à payer. C'est juste ta compétence et tu la monétises. Donc ouais, je pense que 90% des gens vont encore une fois rater 2026, comme ils ont raté 2024, 2025, 2023, 2022, parce que c'est des gens qui prennent pas leurs responsabilités, ils se trouvent des excuses, ils procrastinent, ils sont contrôlés par la peur, et que la peur, en fait, elle prend des décisions à leur place. Ils ont peur de se lancer, et du coup, ils se lanceront jamais. Et c'est ok, hein, ça nous fait moins de concurrence, hein, c'est cool, hein. Il nous faut des gens comme ça, en vrai. Si tu devais repartir de zéro aujourd'hui, que ferais-tu différemment en 2026? Rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est exactement grâce à ce que j'ai mis en place, erreur comprise, parce que du coup, j'en ai tiré des apprentissages. Je referai la même chose. Je referai la même chose, je louperai mes études, j'obtiendrai pas mes diplômes, je me froisserai avec mon patron et je quitterai mon taf alors que j'ai pas de sécurité. Je partirai à New York sur un coup de tête tout seul alors que je sais pas où je vais finir. Je me lancerai dans l'e-commerce alors que j'aurais perdu de l'argent et je sais pas comment j'allais m'en sortir, mais je le referai. Je commencerai le closing en mettant toutes mes économies dedans parce que c'est ma dernière chance. Je referai tout pareil en fait. Parce qu'aujourd'hui, au final, la personne que je suis, c'est le fruit des décisions que j'ai prises les années précédentes et donc des échecs que j'ai eu, des apprentissages que j'ai eu, des victoires que j'ai eu. Donc 2026, je referai exactement la même chose et je vous recommande de faire la même chose. Aujourd'hui, si j'ai cette capacité à pouvoir rebondir et à avoir ce bon mindset, qui je pense est le bon parce que j'ai su bosser dessus, c'est aussi parce qu'au final, j'ai foiré plein de trucs, je me suis remis en question, j'ai été déprimé plein de fois, j'ai été frustré plein de fois. Et c'est cette capacité à rebondir, à faire des choses qui ont fait que justement j'ai appris et qu'aujourd'hui je suis capable d'aller vite. Si je mets 2500 euros, 3000 euros, est-ce que je vais le regretter? Bah, la question à se poser, c'est plutôt est-ce que tu vas le regretter si tu ne mets pas ces 2500, 3000 euros sur la table et que du coup tu restes au même stade de ta vie aujourd'hui pendant encore 6, 12 mois, 1 an, 2 ans? D'où viennent concrètement les leads? Les leads, ils viennent du système d'acquisition de l'infopreneur avec lequel vous bossez via les ads, l'organique principalement. Bah, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pourrais en faire une vidéo dédiée hein, si vous voulez, c'est un peu plus technique. À partir de quel moment l'argent n'est plus le vrai problème? C'est une question qui est dure à répondre ça. À partir de quel moment l'argent n'est plus le vrai problème? Je pense que l'argent est un problème quand c'est un problème. C'est-à-dire que quand tu veux absolument lancer une activité pour faire de l'argent, souvent c'est que l'argent c'est le problème. Mais ça en fait c'est le symptôme. La réalité c'est que la cause c'est que tu ne sais pas faire d'argent, donc il n'y a pas d'argent qui vient. Ou du moins pas assez, pas à la hauteur de ce que tu aimerais faire. Donc le vrai problème derrière l'argent souvent c'est que tu manques de compétences. Parce que quand tu regardes toutes les personnes qui sont successful dans le monde, qui ont des boîtes à Dubaï, peu importe, c'est des entrepreneurs pardon, qui ont des vraies compétences, qui savent faire des trucs que toi tu ne sais pas faire et qui naturellement gagnent de l'argent que toi tu n'arrives pas à gagner parce qu'ils peuvent le monétiser. Et à partir de quel moment l'argent n'est plus le vrai problème? Bah, à partir du moment où par exemple tu vois t'es pas heureux alors que t'as de la thune. Je dirais que là c'est plus un problème d'argent, c'est un problème de vie, d'équilibre, de plein de choses. Ouais, question compliquée, c'est un peu trop philosophique pour moi, mais c'est mon avis dessus. Il me faudrait plus de précision, mais en gros, voilà ce que j'en pense. Qu'est-ce que ton accompagnement a de plus qu'une formation vidéo? On est très loin d'une formation vidéo, on est plutôt sur un accompagnement, c'est du mentorat, c'est que du one-to-one. Il y a effectivement des formations vidéo parce que c'est important de comprendre les bases et qu'on va pas envoyer non plus un PDF tout fait dégueulasse, on va pas se foutre de la gueule des gens, mais c'est important de passer par la phase théorique. Mais le gros de l'accompagnement, encore une fois, c'est un mentorat, c'est un accompagnement, c'est du coaching. Donc c'est compliqué de comparer des vidéos à un accompagnement, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous lâchez les gens quand c'est dur? Bah non, sinon ils paieraient pas un accompagnement, donc naturellement non. L'objectif aussi d'un accompagnement, au-delà de t'apprendre des compétences, c'est aussi d'être entouré par une team de personnes qui sont là pour t'apprendre ce que eux ils font au quotidien, qui leur permet de faire 8, 9, 10 000 euros comme c'est le cas pour nous avec le closing. Et c'est aussi d'avoir une team qui est là pour te soutenir au quotidien. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas en général, c'est que ils sont pas soutenus
ils ont personne sur qui se reposer, t'as la famille, les potes, l'entourage qui ne soutient pas, qui tire même parfois vers le bas, et émotionnellement, souvent c'est ce qui est compliqué. Donc non, quand c'est dur, au contraire, on est encore plus là pour vous soutenir, et au-delà de moi, au-delà des coachs, vous êtes tous entre élèves, entre vous, vous échangez ensemble au quotidien, vous faites des entraînements, des roleplays, donc personne ne va te lâcher, et si tu commences avec nous, t'inquiète pas, c'est entre le moment où tu rejoins et le moment où tu chiffres, on sera là pour te tenir la main au quotidien. Comment tu trouves tes clients pour le closing? Alors ça, c'est une vraie question qui est importante parce qu'elle revient souvent. La vérité sur comment est-ce qu'on trouve un client en closing. Alors effectivement, il y a un process, il y a des KPI à respecter, il y a des étapes à mettre en place pour trouver un client qui marche à coup sûr. Il y a à faire du volume, envoyer beaucoup de messages. Et là, je dis ça pour les mecs qui sont formés. Parce que envoyer des messages quand t'es pas formé, déjà ça se sent dans ta manière d'aborder les choses. Le jour où tu décroches un rendez-vous avec le head of sales ou un des closers qui potentiellement recrute un deuxième closer, il va capter direct que t'es pas bon, direct que tu t'es pas formé et que tu as fait du bidouillage sur YouTube. Donc en fait, la vérité, c'est comment est-ce qu'on trouve un client devient tellement bon en closing que trouver un client, c'est plus une problématique. Parce que du coup, tu es bon et que du coup, les gens ont envie de bosser avec toi. Et moi, je me rends compte de plus en plus compte là, avec mes derniers élèves. Je pense à Flo, par exemple, Florian. Au début, il me posait cette question. Il me disait, Kev, je ne sais pas comment j'ai trouvé mon premier client. Je lui disais, suis le process. Il a suivi naturellement, il a trouvé. Et aujourd'hui, il est dans cette posture où, vu qu'il a fait ses preuves, parce qu'il est réellement bon, c'est les clients qui viennent le chercher sur LinkedIn pour bosser avec lui. Et c'est lui qui est dans une posture où il refuse des leads et il refuse des offres parce qu'il peut juste pas tout faire dans une journée de 10 heures où il bosse sur 10 heures de closing. Donc il faut juste réussir à inverser la tendance. Comment est-ce qu'on inverse la tendance? C'est qu'on devient tellement bon que du coup c'est les boîtes qui veulent réellement bosser avec vous et c'est plus vous qui avez besoin de quémander pour aller bosser avec les boîtes. Tu investis où l'argent que tu fais avec ton business? Alors j'investis en bourse, j'ai investi un petit peu aussi en immobilier mais là j'ai arrêté. Et j'investis dans moi parce que la plus belle des richesses, c'est le savoir que j'ai au quotidien, c'est les compétences que j'ai pu développer. Parce que bon, le matériel c'est bien, hein, je kiffe les sapes, petit Ralph Lauren c'est stylé, je kiffe les montres, etc. Mais ça, bon, bah, je peux le faire tomber, je peux me le faire voler, ça peut s'abîmer. Les compétences, elles restent, que je sois habillé ou pas, que je me lève le matin ou que ce soit le soir, c'est des trucs que j'ai dans ma tête. C'est des trucs qui peuvent me servir avec les gens que je rencontre, avec mes clients, dans les différentes opportunités que j'ai au quotidien. Donc le vrai truc pour réussir pour moi, c'est d'avoir des compétences. C'est pour ça que je paye encore et encore. Le dernier virement que j'ai fait, je crois, c'était il y a 3 semaines. C'était 3005 ou 4000 euros, je crois, encore une fois. Il y a un mois, c'était 2000. Bref, c'est ça au quotidien. J'investis encore et encore. Parce qu'aujourd'hui, ma réussite, je la dois certes au travail, à la discipline, au fait de ne rien lâcher et de se remettre en question perpétuellement, mais je la dois surtout à ma capacité justement à investir et à accepter que je ne sais pas et que je vais payer des gens qui savent faire ce que moi je veux faire pour qu'ils m'apprennent à le faire aussi. Et je suis encore dans cette dynamique, et même si j'apprends à des gens à faire du closing, bah moi j'ai encore plein de trucs à apprendre sur le marketing, sur les ads, sur le copywriting, et donc je vais payer des gens cher, et du coup ils m'apprennent à faire ce qu'ils savent faire, et moi je fais encore plus d'argent. Donc levier numéro 1, là où j'investis le plus, c'est dans moi, dans les formations, dans les accompagnements. Comment faire pour suivre ta formation? Bon, bah, je mettrai le lien en biographie si tu veux pour qu'on puisse booker un call. L'idée c'est de voir un petit peu si déjà tu as le bon profil et on verra ensuite si on peut bosser ensemble. Il y en a un qui me dit tu as des contrats avec tes clients, exemple sur 3 mois, SFR te paye pour vendre tes services? Non, on bosse pas avec SFR, on bosse avec des infopreneurs, donc tout ce qui est sur du coaching sportif, comme je dit tout à l'heure, infoproduits, formation, accompagnement, séminaire, mastermind. High ticket, minimum 2000, 2005, 3000 euros, ce qui fait que du coup tu prends 200, 250, 300 euros de com dans ta poche. Mais SFR, non, on est loin du business physique, on est sur du online, ce qui permet justement d'être libre, d'être à Bali, à Dubaï, à gauche à droite. Bonjour, c'est quoi les inconvénients de ce métier, SVP? Les inconvénients de ce métier. Bah moi j'en vois pas parce que je le fais. Mais inconvénient de ce métier c'est qu'il faut bosser, il faut bosser dur. Mais c'est pas un inconvénient ça en fait, c'est la vie, c'est logique. Tu peux pas demander à faire 10 000 euros par mois et bosser comme un mec qui gagne 2 000 euros dans le salariat. Donc inconvénient c'est que ouais, il faut bosser beaucoup. Mais moi je vois que des avantages. Tu bosses avec ton ordi, à l'autre bout du monde, t'échanges, t'es vraiment dans l'échange. Pardon, avec des gens toute la journée au téléphone. Donc tu rencontres plein de personnes, plein de parcours, de plein d'horizons qui sont différents, c'est hyper intéressant. Donc moi je vois que des avantages. Inconvénients c'est que non, bah, c'est au mérite quoi. Faut bosser, t'es pas bon, tu fais pas d'argent, t'es bon, tu fais beaucoup de thunes. C'est tout. Voilà, bon, messieurs, dames, on a fait mon petit tour, j'ai pas pu répondre à tout. Je vois qu'il y en a d'autres, mais en fait j'ai fait l'essentiel, elles se ressemblent beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a fait kiffer. Si vous voulez une V2, mettez-le moi en commentaire et vous me les renverrez sur Insta. J'espère que ça a été clair, j'espère que je vous ai apporté de la visibilité, de la valeur, c'était le but. En tout cas moi j'ai kiffé, c'était Kev, on se voit pour une prochaine. Ciao ciao l'équipe.